Voilà, c'était Cholestérol, le grand bluff, documentaire réalisé par Anne Georget. À voir et revoir, bien sûr, comme toujours pendant 7 jours sur Arte+7 et un film dont la thèse, vous l'avez vu, est que le lien n'est pas démontrable entre cholestérol élevé et infarctus. Les statines, ces médicaments qui réduisent le taux de cholestérol, seraient donc inutiles, voire dangereuses, car elles auraient de nombreux effets secondaires graves. Alors, bien sûr, il faut maintenant avoir le débat sur ce plateau, puisqu'il y a une thèse qui est contestée, bien sûr, par de nombreux experts. Avec nous sur ce plateau, Michel Delorgeril, bienvenue à vous. Cette thèse, la thèse du film, vous va bien. Vous êtes médecin, membre de la Société européenne de cardiologie, chercheur au CNRS et auteur de nombreux ouvrages pour dénoncer ce que vous nommez, vous aussi, le mythe du cholestérol. À vos côtés, quelqu'un qui a bien sûr une opinion opposée à la vôtre, le professeur Laofs, que je remercie d'avoir accepté de venir débattre avec vous sur ce plateau. Vous êtes cardiologue, chef de service et chercheur à l'Université de médecine de la Sarre. Vous, comme d'ailleurs l'Académie de médecine française, vous considérez qu'en dépit de toutes ces polémiques récentes sur les statines, il faut raison garder et, oserais-je le dire, ne pas jeter les statines avec l'eau du cholestérol. Alors, nous avons 20 minutes pour reparler de tout cela. On va essayer d'être le plus clair possible. On a structuré ce débat autour de 3 grandes questions clés. Puis nous aurons 2 petits reportages pour nous aider à y voir plus clair. Première question centrale, est-ce qu'aujourd'hui, on peut établir de façon définitive qu'entre taux de cholestérol élevé et maladie cardiovasculaire, le lien est contestable? Professeur Laofs. Le lien entre cholestérol et maladie cardiovasculaire est absolument établi. C'est l'avis de tous les experts à travers le monde, y compris ceux qui sont les plus réticents à l'égard de l'industrie pharmaceutique, comme la Commission des médicaments de l'Ordre allemand des médecins. Cette certitude repose sur une série d'éléments. D'abord, en pathophysiologie, on sait que le cholestérol joue un rôle déterminant dans la formation des plaques. Sans cholestérol, pas de plaques. Ce sont des mécanismes cellulaires et moléculaires bien compris. Ensuite, il y a l'épidémiologie, c'est-à-dire toutes les grandes études qui montrent que lorsque le taux de cholestérol est élevé, le risque de maladie cardiovasculaire est élevé. C'est aussi ce qui ressort des travaux remarquables du professeur Delorgeril. Le troisième élément, c'est la génétique. Je vous donne un exemple. Il y a 2-3 mois est arrivé dans notre service un garçon de 11 ans, un réfugié syrien, qui présentait déjà des dépôts de cholestérol sous la peau. Avec un taux de cholestérol très élevé, le taux de LDL était à plus de 600. Et ce garçon de 11 ans a déjà les vaisseaux sanguins d'un homme de 80 ans, plein de plaques. Pourquoi? Parce qu'il souffre d'une mutation particulière d'un récepteur LDL. C'est le fait d'un gène unique qui conduit à un taux élevé de LDL dans le sang, ce qui conduit à la formation de plaques. Si on ne réduit pas son taux de LDL, ce jeune patient mourra avant d'atteindre 30 ou 40 ans. Son frère présente une forme atténuée de la maladie. Seule la moitié de ses récepteurs sont touchés et on sait que dans une même famille, le taux de cholestérol qui résulte de cette détermination génétique est un indicateur du risque d'infarctus. C'est bien mis en évidence sur des centaines de milliers de personnes. Donc ça, c'est la génétique. On a la pathophysiologie, l'épidémiologie, la génétique et ensuite, et ça c'est vraiment important, il n'y a pas seulement ce lien, on sait aussi qu'en réduisant le cholestérol avec des statines ou des non-statines, on arrive effectivement à réduire le risque d'infarctus. Et il y a peu de choses qu'on sache aussi bien que ça en médecine. C'est parfaitement clair. Docteur Delorgeril, on a un peu le sentiment dans cette affaire que c'est une bataille de data contre data, d'études contre études. Comment est-ce que vous répondez à cette démonstration qui tient la route parfaitement sur le papier, qui n'est évidemment pas du tout celle du film? Oui, mais ça c'est, je dirais, l'expression de la pensée dominante qui prévaut à l'heure actuelle au niveau académique, mais on peut voir les choses de manière complètement différente. Je pense que je poserai la question de manière un petit peu différente. Je dirais, est-ce que le cholestérol... nécessairement conduit à l'infarctus, pour parler clair. Est-ce que c'est la cause? Ou est-ce que le cholestérol est un indicateur du risque? Et la troisième question, est-ce qu'il faut vraiment faire baisser le cholestérol pour prévenir l'infarctus? Pour répondre à ces questions, comme ça a été très bien expliqué, on a toutes sortes de techniques, de technologies pour y répondre. La première, évidemment, c'est l'autopsie. Quand on fait l'autopsie de quelqu'un qui est mort d'un infarctus, est-ce qu'on trouve du cholestérol? La réponse est non. Ça, définitivement non. Systématiquement non ou pas toujours? Systématiquement non. On ne trouve pas de cholestérol dans l'obstruction artérielle. Alors, on s'arrête sur ce point-là, car vous n'êtes d'ores et déjà pas d'accord. Professeur Laofs. Est-ce que nécessairement quelqu'un qui fait un infarctus, on va trouver trace d'un taux de cholestérol élevé si l'on pratique des analyses? Des autopsies. Des autopsies.
Ce qui produit l'infarctus, c'est qu'une plaque de cholestérol se brise et constitue un caillot de sang qui bloque le vaisseau, et c'est ce qui fait l'infarctus. Et à l'endroit de l'infarctus, on trouve ces plaques. Donc vous, pour qu'on comprenne très très bien, il n'y a pas d'infarctus sans taux de cholestérol élevé. Vous êtes très clair et affirmatif sur ce point. Pas de développement de plaques sans cholestérol. Docteur Delorgerel. Bien, donc je ne vais pas revenir sur ces idées-là. Il suffit d'aller dans les articles scientifiques où on décrit les autopsies. C'est la base quand même. Comment cela se fait-il que vous n'arriviez pas à un consensus au moins sur cette question-là? La base est oubliée et systématiquement ignorée par les tenants de la pensée dominante. Donc, je ne vais pas rester sur ce point-là, parce que le deuxième aspect, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des associations statistiques entre les taux de cholestérol mesurés dans le sang et le risque? Alors, comme très bien montré dans le film, il y a eu beaucoup d'études au XXe siècle pour montrer c'est une association positive. Et en fait, on s'est rendu compte que ces études avaient été biaisées intentionnellement par Anselkis, par Mark Eckstedt, etc. On n'est pas encore sur l'intention, là. Pour l'instant, on s'en tient vraiment à la situation clinique. Peu importe. Les associations statistiques montrées au XXe siècle ne sont pas confirmées aujourd'hui par les études les plus récentes. Et ça, il n'y a absolument aucun doute. Toutes les études récentes ne montrent pas, sauf évidemment par les tenants de la pensée dominante qui reviennent incessamment sur les anciennes études. Toutes les études récentes ne montrent pas de relation entre le cholestérol et le risque, et même sur les études les plus récentes aux États-Unis, le risque de mourir d'un infarctus augmente avec le cholestérol qui baisse. Donc il y a là-dessus, je pense, aucun doute possible si on essaie d'être parfaitement objectif sur les données modernes. Je vous interromps, je voudrais savoir ce que pense le professeur Lauf, on progresse point par point, de ce qui est nommé dans le film comme le paradoxe français. Comment, avec cette théorie de départ que vous nous avez très bien expliquée sur ce plateau, vous comprenez que dans des pays comme la France, on peut battre des records de taux de cholestérol élevés et pour autant ne pas battre le taux de record d'infarctus? Comment vous expliquez cela? Parce que ça parle à tout le monde. Là, on parle de deux types d'études. Il y a d'une part le lien entre le niveau du cholestérol LDL et le risque d'infarctus. Ça, c'est l'épidémiologie. Ensuite, il y a la question de savoir si un médicament qui réduit le taux de LDL contribue à réduire le risque d'infarctus. Et ces deux éléments sont tout à fait avérés, notamment par les études les plus récentes, celles publiées au cours des derniers mois et des dernières années. Et pour ce qui est du paradoxe français, ça tient aussi à des méthodes de travail qui ne sont plus d'actualité. On faisait des études pays par pays. Aujourd'hui, pour faire des études épidémiologiques, on prend des échantillons aléatoires de 50 000, 100 000 patients. Donc, pour vous, le paradoxe français n'est pas avéré. En France aussi, on peut dire, et ça on a des preuves de cela, qu'un Français qui a un taux de cholestérol plus élevé a un risque plus élevé d'infarctus. Et il peut réduire ce risque grâce aux statines. Bon, en tout cas, vous comprendrez que ce débat, il rend les choses infiniment compliquées pour ces milliers de médecins généralistes qui ne savent plus très bien s'il faut prescrire ou pas des examens pour mesurer le taux de cholestérol et qui savent encore moins ce qu'il faut faire ensuite, c'est-à-dire s'il faut prescrire des statines ou pas. Alors, on a eu, nous, envie d'aller les voir, deux médecins généralistes de base. Ils vivent tous les deux dans la région de Strasbourg et Damien Vanner est allé leur demander justement comment ils regardaient ce débat que nous avons là en ce moment même sur notre plateau reportage. En prévention primaire, c'est certainement pas l'usage des médicaments qui est privilégié, c'est le sport, le régime crétois. Grosso modo, c'est ça. Si j'ai affaire à une personne dont dans la famille il y a eu énormément d'événements cardiovasculaires, qui a une sédentarité importante, qui est fumeur, qui a un cholestérol LDL, c'est celui qui pourrait être toxique, qui dépasse largement les seuils recommandés, je vais lui dire, écoutez, peut-être que chez vous, ça serait intéressant de compléter l'intervention alimentaire et sportive par l'apport d'un médicament. Mais c'est plutôt l'exception, ce n'est pas la règle. On le prescrit dans le cadre d'une démarche de conseil global. Et souvent, les gens prennent déjà beaucoup de médicaments. Nous essayons donc de leur en donner le moins possible. Mais dans les cas où c'est nécessaire, on leur prescrit ce qu'il leur faut. On se préoccupe aussi de combien ils en ont besoin. On regarde si on peut diminuer la dose pour essayer de les prémunir d'une surmédicamentation.
On essaie aussi de leur montrer qu'en influant sur d'autres facteurs de risque, ils peuvent également diminuer leur taux de cholestérol. Alors, docteur Delorgeril, on entend le désarroi quand même un peu de ces médecins généralistes. On sent qu'ils tâtonnent. Moi, je vais faire comme si moi, j'étais médecin généraliste. J'ai un patient qui présente un taux de cholestérol très élevé. Dans un premier temps, je l'ai mis à la diète. Je vois que son taux de cholestérol continue d'augmenter. Qu'est-ce que je fais? Je prescris ou je ne prescris pas de statine? Non, toute l'approche là est biaisée. Je suis désolé de vous le dire. Le problème, ce n'est pas le cholestérol, c'est le mode de vie. Donc, si vous avez un cholestérol élevé et que vous le diminuez par un médicament sans modifier le mode de vie, vous n'aurez pas d'effet sur le pronostic. Mais j'ai dit que dans un premier temps, ce patient-là, je le mettais à la diète. Je l'invite à revoir complètement justement son mode de vie. Non, mais ce n'est pas seulement la question de la diète, c'est le mode de vie en général. Alors, admettons. Je change son mode de vie, son taux de cholestérol continue d'être élevé. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que médecin généraliste? Si le mode de vie est protégé, est un mode de vie protecteur, le cholestérol ne provoquera pas d'infarctus, donc je respecte son cholestérol. Il a probablement un cholestérol élevé parce que sa physiologie l'exige. Les taux circulants de cholestérol, ils répondent à des besoins. S'il n'y a pas un mode de vie qui induit ce taux de cholestérol élevé et qui est un indicateur de risque, il faut le respecter. Mais pour que je comprenne bien, il n'y a pas un taux de cholestérol élevé à partir duquel quand même on s'alarme, on s'inquiète, même si le cadre de vie est relativement sain? Alors oui, bien sûr, il y a des taux de cholestérol extrêmement élevés. L'exemple à partir de combien? Attendez, il y a des taux de cholestérol extrêmement élevés, mais qui ne sont pas en fait des problèmes de cholestérol, qui sont en fait des problèmes de lipoprotéines. Vous savez, ce qui compte, ce n'est pas tellement le contenu du poids lourd qui va provoquer des embouteillages sur les autoroutes, c'est le poids lourd lui-même. Donc le problème, c'est la lipoprotéine et ce n'est pas le cholestérol. Donc la lipoprotéine peut être très élevée dans certaines circonstances, et là, l'exemple de l'hyperlipoprotéinémie familiale de ce jeune Syrien est assez dramatique, mais c'est rarissime. Hein. Le nombre d'homozygotes dans ce cas-là, c'est, laissez-moi finir, 1 million, une naissance pour 1 million. Donc on ne peut absolument pas utiliser cet exemple-là pour justifier le traitement, par exemple, de 7 millions de Français ou 10 millions d'Allemands. Alors, ce qui est le problème, c'est les lipoprotéines et pas le cholestérol. Donc, si on trouve des taux très élevés dans le cas d'une hyperlipémie familiale, homozygote, il ne faut pas donner du cholestérol et des statines. Il faut faire des plasmaphérèses, il faut débarrasser le patient de ces lipoprotéines. Donc pour qu'on comprenne bien, vous, sous aucun prétexte, quel que soit le patient, vous ne prescrivez de statines? Non, les statines sont inutiles et toxiques. Par contre, certains cas peuvent nécessiter des plasmaphérèses, notamment chez les homozygotes des hypercholestérolémies familiales. Ça peut être... C'est très clair. Professeur Laufs, on vous a senti excédé par la réponse de votre voisin. Ce qu'il faut bien faire comprendre aux téléspectateurs, c'est qu'il s'agit d'un avis tout à fait marginal et dangereux. Les collègues dans votre sujet ont bien répondu. On n'est pas en train de traiter un chiffre sur une fiche de labo, on traite un patient. Et l'effet des statines repose sur 3 éléments. D'abord, le niveau de risque du patient. Il y a des patients à risque et des patients à risque plus réduit. Plus le risque est élevé, plus le patient va profiter d'une réduction de son taux de cholestérol. Ensuite, quel est son taux de départ? Et troisièmement, de combien est-ce qu'on réduit le taux de cholestérol? En consultation, on regarde toujours le mode de vie du patient, mais l'effet de l'alimentation sur le cholestérol est souvent mal jugé. Parce que ce qui est déterminant pour l'artériosclérose et l'infarctus, c'est la teneur en cholestérol dans le sang. Et ça, c'est régulé par les récepteurs du foie, et l'alimentation n'a un effet qu'indirect là-dessus. C'est bien d'avoir une alimentation saine, c'est important pour la santé, mais ça ne permet pas de réduire le taux de cholestérol. En règle générale, seules les statines permettent de réduire ce cholestérol. Et il y a peu d'éléments qui ont été aussi bien étudiés pendant des décennies que les traitements aux statines. On sait notamment que des traitements de longue durée aux statines, même chez des patients avec un risque réduit, je pense à l'étude sur l'ouest de l'Écosse, l'observation à long terme, on sait que ces traitements continuent de produire des bénéfices pour le patient. Et information essentielle, ces traitements sont bien supportés.
Vous l'entendez justement quand même, la polémique qui monte sur ces statines. Le Lipobay, par exemple, commercialisé par Bayer, qui a été retiré du marché en 2001. On a parlé à l'époque de 52 morts. Vous l'entendez quand même, ce discours qui monte sur une dangerosité possible des statines. Vous êtes convaincu de l'efficacité des statines? Est-ce que quand même vous entendez ce qui est dit aujourd'hui sur les conséquences graves sur certains patients de ces médicaments? Ou est-ce que là encore, pour vous, on dit n'importe quoi? Non, ça, ce sont vraiment des cas extrêmes. Aujourd'hui, on a des données sur des millions de patients, sur des décennies, et je le répète, il n'y a pas d'autre traitement médical aujourd'hui sur lequel on ait autant de données. Alors, la rhabdomyolyse dont vous avez parlé, c'est une configuration tout à fait particulière et extrêmement rare. On voit ça dans un cas sur 1 million, sur 10 ans de traitement, et il y a donc une configuration exceptionnelle. Et ce qui s'est passé en 2001 avec le Lipobay de Bayer, ces 52 morts, pour vous, c'est une vraie ou c'est une fausse information? Parce que ça, c'est quand même sorti beaucoup dans la presse. Oui, il s'est avéré qu'il y avait un certain nombre de cas particuliers, notamment dans les cas de combinaison avec une autre substance, le gemfibrozil. Il ne faut pas mélanger ces deux médicaments. Et donc, c'est là que se sont produits ces cas. Et ça montre bien, et c'est une bonne chose, à quel point il est important d'avoir ces mécanismes de contrôle, d'avoir cette base de données qui collecte aussi ces informations très rares. Et ça montre bien que notre système de santé a bien réagi. Et cette substance qui est très bonne, beaucoup en sont d'accord, elle a tout de même été retirée du marché. Ça plaide pour la qualité du système de santé. Docteur Delorgerel, sur la dangerosité des statines, je pense qu'il y a un peu de déséquilibre dans les échanges. Pas du tout, j'aimerais quand même scrupuleusement, vous inquiétez pas. Le point central qui revient là de manière systématique, c'est les statines. C'est-à-dire, est-ce que les essais sur les statines ont montré qu'en diminuant le cholestérol, on sauvait des vies? Je pense que ça, c'est le point absolument central, non seulement sur le plan industriel, financier, marketing, etc., mais aussi sur le plan de la santé. Est-ce que les essais sur les statines sont des essais bien conduits et sur lesquels on peut avoir toute confiance? Réponse? La réponse est non. Et ça, vraiment, il suffit de regarder l'historique des essais sur les statines pour voir qu'effectivement, il y a eu 3 périodes. Alors, les 3 périodes, elles sont très faciles à voir puisqu'elles ont été interrompues, si je puis dire, par des nouvelles réglementations des essais cliniques. Alors, disons que de 1980 à 2000, tous les essais cliniques rapportant les tests sur les statines étaient miraculeux, c'était formidable. Et puis, on s'est rendu compte que, en fait, les industriels et les experts rémunérés par les industriels ne rapportaient que les données qui étaient favorables. Toutes les données défavorables étaient oubliées, non publiées, les essais étaient arrêtés. Les autorités sanitaires se sont rendues compte de ça, et en 2000, exactement, et je peux vous montrer ce qui s'est passé en 2000, en 2000 exactement, il y a eu de nouvelles réglementations des essais cliniques, et à ce moment-là, tout... On ne le voit pas très bien, mais on mettra ce schéma sur le site d'Arte. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu brusquement un changement dans les essais cliniques testant les statines. Avant, c'était des miracles, et après 2000, tout d'un coup, il n'y avait plus de miracles. Ce sera ma dernière question, et vous pourrez tous les deux y répondre. Non, je tiens absolument à finir. Parce que... Mais là, il faut que j'ai le temps de réagir. Monsieur a eu le temps de parler. Vous répondrez, n'ayez crainte. À partir de 2000, il y a eu donc une nouvelle ambiance. Et entre 2000 et 2005 à peu près, les essais sur les statines n'ont plus rapporté, par exemple, des effets sur la mortalité. Ça, c'est très important. Pourtant, il y a eu une tragédie, la tragédie du Vioxx, qui a montré que malgré les nouvelles réglementations de 2000, ça ne suffisait pas pour assurer la validité des essais cliniques. Donc, en 2005, les autorités sanitaires aux USA et en Europe ont imposé de nouvelles réglementations sur les essais cliniques. Et à partir de cette date, tous les essais cliniques testant les statines ou les médicaments anticholestérol se sont avérés négatifs. Alors, il y a des explications très simples. Avant 2000, laissez-moi finir. Avant 2000, ce qui est extraordinaire, c'est que les essais cliniques étaient conduits et analysés par des employés des industriels. Alors, j'ai là les documents que je vous montrerai. Entre 2000 et 2005, c'était encore des employés des sponsors qui faisaient les analyses statistiques. À partir de 2005, on a exigé qu'il y ait une paroi imperméable entre les analystes et le sponsor, à partir de ce moment-là, les essais ont été
tous C'est en négatif. effet la question que je voulais vous poser pour conclure ce débat. Professeur Lauf, de toute façon, on entend bien que les laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui sont rentrés dans l'ère du soupçon sur cette question des statines, mais pas seulement. En France, il y a eu l'affaire du Mediator, vous avez cité le Vioxx, bien sûr. Est-ce que quand même, il n'y a pas quelque chose à prouver aujourd'hui sur votre voisin parlait justement de perméabilité entre les tests et les laboratoires. Est-ce que vous entendez aujourd'hui que vous êtes rentré dans l'ère du soupçon et qu'il va falloir apporter des preuves supplémentaires? Il faut quand même que je puisse un petit peu commenter ce qui vient d'être dit. Et cette thèse est aussi défendue dans le film. Il y a une commission d'éthique qui décide des études cliniques à mener. Une fois qu'on a déjà démontré qu'une substance active fait réduire la mortalité, il n'est pas du tout éthique de reprendre une grande étude. C'est ce qui a été déjà démontré dans les études précédentes. Et même après 2005, il y a toute une série d'études positives sur les statines qui ont examiné d'autres populations et qui, notamment, font apparaître une réduction de la mortalité. Notamment l'étude Jupiter, ou cette année, l'étude actuelle, OG3. Donc, ce qui vient d'être dit n'est absolument pas correct. Au contraire, il n'y a rien qui soit démontré aussi clairement que la réduction du risque d'infarctus par les statines chez une personne avec un taux élevé de cholestérol. Et pour revenir à votre question sur l'industrie pharmaceutique, d'abord, bien sûr, dans tous les secteurs de l'industrie, il faut des incitations économiques pour avancer. Et puis, bien sûr, il faut des mécanismes de contrôle. Les journalistes, les autorités critiques, les règlements en place. Et je pense que cet équilibre actuel fonctionne très bien. Bien sûr, il peut y avoir des abus de toutes parts. On peut gagner beaucoup d'argent en publiant des livres sur des mensonges sur le cholestérol, faire des articles, des émissions de télévision qui vont faire de l'audimat. Donc, de part et d'autre, il peut y avoir des abus. Ce qui est déterminant, c'est d'avoir un équilibre, d'avoir la transparence et d'avoir les mécanismes de contrôle. Donc, je le souligne, même les institutions qui sont promptes à dénoncer l'industrie pharmaceutique considèrent que les statines sont recommandées pour réduire le taux de cholestérol. Eh bien, on ne vous mettra pas d'accord sur ce plateau aujourd'hui. En tout cas, le débat aura été ouvert dans Théma. Merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Le débat continue, bien sûr, sur notre site internet où tout un dossier vous attend avec Arte Futur. Merci encore, messieurs. Et puis, bien sûr, vos ouvrages, Docteur Delorgeril, dont vous trouverez les références également sur le site d'Arte et ce documentaire que vous pouvez revoir pendant 7 jours. Dans un instant, notre santé, toujours, avec cette fois une maladie de l'âme qui se répercute sur le corps, l'anorexie. À tout de suite.